Le profil du suspect, Charlotte Dornelas de Villerue, a étonné la France entière ces dernières heures. L'homme qui aurait tiré sur 5 personnes est déjà connu pour 140 infractions. Que comprendre? Comment expliquer cela? Vous l'avez dit, tout le monde a été très étonné. Alors évidemment, 140 infractions à son actif, c'est sûr que c'est un petit peu étonnant. On se demande même comment c'est possible. Mais si on réfléchit bien, le plus étonnant, c'est qu'on soit encore étonné. Parce que très régulièrement, non mais très régulièrement, on parle de gamins de 17 ans qui ont déjà 25 mentions à leur casier. Bon, bah, ce gars-là, il a 38 ans. Donc, bah, vous prolongez. Et puis, quand personne ne vous arrête jamais, bah, vous additionnez les infractions et puis vous finissez à 140 à 38 ans. Alors, il est connu pour des faits de violence aggravée, vol aggravé, trafic de stupéfiants. On nous précise également que 4 de ses frères sont également connus pour les mêmes raisons. Donc, on a un peu le profil type. Hein. Cet Abdelkrim nous rappelle beaucoup de ces profils dans le trafic de stupéfiants, c'est-à-dire des fratries. Très souvent, les policiers nous disent c'est la fratrie un ou la famille un contre la famille un et donc vous avez des règlements de compte entre ces différentes familles. Il y en a parfois qui sont à l'étranger, qui gèrent le trafic depuis l'étranger, ou alors un qui est en prison, qui gère depuis la prison. Donc comme ça, voilà, on répartit les forces un peu partout et c'est encore plus compliqué de lutter comme ça. Il faut noter une chose quand même, c'est que cet homme-là, parmi les infractions, il y en avait une il y a quelques mois, refus d'obtempérer, ils font sur les policiers, il est condamné à de la prison ferme, bon, avec le profil qu'il a, j'espère bien, hein, entre guillemets. Il ressort il y a quelques temps, et là, il sort à pied avant de partir avec son arme. Il tire ses 20 cartouches sur les 5 personnes qui sont là. Donc, c'est un lieu de trafic de stupes assez connu. On est à 300 mètres du commissariat. On est en pleine journée et en plein centre-ville. C'est vous dire que bon, l'impunité, elle est quand même, on est au top là. Il a peur de rien. Notons par ailleurs que cette fusillade a lieu le dimanche 13 mai sur la place Jeanne d'Arc, hein, j'y peux rien, j'ai pas choisi, dans cette petite ville frontalière du Luxembourg qui regroupe 10 à 15 000 habitants. Donc on est sur la place Jeanne d'Arc, au centre d'une petite ville. Une petite ville, vous avez une fusillade qui atteint 5 personnes, et nous, pendant ce temps-là, on était en train de débattre d'une autre place Jeanne d'Arc, hein, avec l'Action française. Je fais le lien parce que, vous voyez, les débats nationaux qu'on a parfois, qui semblent un peu à côté de la plaque, si je puis me permettre. Et par ailleurs, ça n'est pas la seule fusillade, parce qu'on a beaucoup parlé de Marseille. Marseille est malheureusement connue pour le massacre qui se poursuit régulièrement sur fond de trafic de stupes. On a eu une fusillade à Paris ce week-end, pas loin des Champs-Élysées. On a eu 2 morts à Cavaillon. Alors, Cavaillon, avant, c'était connu pour les melons. Maintenant, on a 2 morts, pareil, sur fond de trafic de stupes. Une personne tuée à Valence, dans la Drôme. Ce pas des villes qui étaient connues pour le trafic de stupes. Donc, on a des villes moyennes qui sont désormais touchées par le même fléau du trafic de drogue initialement, avec sa conséquence, la fusillade entre gangs. Et malheureusement, encore une fois, le profil de cet homme était archi connu, évidemment, par les policiers, par la justice et par le quartier tout entier qui n'a pas du tout été étonné. Hein. Vous tendez les micros, tout le monde vous dit on n'est pas très étonné. Mais la situation, elle était autant pour vous dire cette ville. On a peut-être découvert le nom, mais Gérald Darmanin s'était déplacé là-bas en 2021 à la suite d'émeutes qu'il y avait eu dans la ville, donc qui est juste à côté de la frontière du Luxembourg. Il avait annoncé des renforts policiers, notamment sur le trafic de stupes. Le problème, c'est toujours le même, c'est qu'il y avait Gérald Darmanin, mais il n'y avait pas le ministre de la Justice avec lui, malheureusement. Alors, le trafic de drogue devient un véritable enjeu de sécurité qui laisse tout le monde un peu désarmé. Est-ce qu'il est possible d'imaginer une réaction plus forte? Le problème, c'est que vous avez à la fois des policiers, même des magistrats, qui vous disent qu'ils sont dépassés par la situation du trafic de stupes. Et un pays qui est dépassé par le trafic de stupes, c'est plus qu'inquiétant. Hein. C'est-à-dire que c'est toutes les ramifications de votre pays qui sont touchées, l'économie, la sécurité, évidemment, la corruption. La question de la corruption, évidemment, se pose. Ce sont des milliards d'euros hein, qui sont brassés par ces trafics, sachant que tous les magistrats vous diront aussi que le trafic de stupes, quand vous faites du trafic de stupes, après vous vous lancez dans d'autres activités également lucratives, la prostitution, notamment la prostitution qui se développe beaucoup dans certaines cités. Et là, moi, la question que je me suis posée, parce que on a souvent ces débats-là, c'est la question du débat public. Et le débat public qui n'est vraiment pas à la hauteur de l'inquiétude que devraient générer ces fusillades, qui sont la partie émergée, évidemment, d'un trafic absolument terrifiant. Pendant qu'on parle, vous savez, à chaque fois qu'il y a une fusillade, on parle, je sais pas pourquoi, on en vient à parler, que ce soit les hommes politiques ou certains journalistes, de la dépénalisation du cannabis. On a envie de leur dire, les gars, vous avez 40 ans de retard. Parce que là, sur les murs à Villerue, vous avez les tarifs de la cocaïne qui sont inscrits directement sur les murs de la ville. Donc on fait quoi? On dépénalise la cocaïne? On fait comment?
Alors là, on vous dit, oh non, pas du tout, le cannabis. Bah oui, mais du coup, par rapport à notre débat là, ça n'a absolument aucun rapport, en fait, avec notre débat, la dépénalisation du cannabis. Mais pendant qu'on parle de ça sur les plateaux de télévision, vous avez des professionnels que sont les policiers et les magistrats qui vous disent, on a un gros problème, c'est la baisse du prix de vente ou d'achat des armes en ce moment, parce que notamment le trafic passe par l'Ukraine en ce moment, on a connu ça par cœur avec l'ex-Yougoslavie, et là vous avez des armes qui arrivent d'Ukraine qui sont beaucoup moins chères et beaucoup plus accessibles. Vous avez entendu parler de ça? Qui s'en préoccupe? Personne. Pendant qu'on répète que la répression, ça c'est mon deuxième débat préféré, on a essayé la répression avec la drogue, ça ne fonctionne pas. Alors je ne sais pas où ils ont vu qu'on a essayé la répression, parce que 140 mentions au casier, et le gars, il est là, il se dit tiens, je vais aller à 300 mètres du commissariat avec mon arme. A priori, la répression, ça lui a pas fait très très peur. Mais là, personne ne s'attarde non plus. On n'a pas le débat de savoir ce qu'il est en train de se passer aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on a dépénalisé, pour information. Aux Pays-Bas, on n'a pas tenté la répression non plus. Et aux Pays-Bas, là, on revient à la répression. Pourquoi? Parce que vous avez le Premier ministre qui est sous protection policière pendant que vous avez un réseau qui passe au tribunal. Le Premier ministre ne peut pas sortir de chez lui sans protection policière parce qu'il est directement menacé. Et pendant que le ministre de l'Intérieur nous parle d'une guerre au trafic de drogue, parce que Gérald Darmanin est très impliqué sur ce dossier, il nous en parle beaucoup, eh bien on a le ministre de la Justice qui nous prépare une loi de programmation de la justice. Et qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend qu'on continue la politique de la jauge, qu'on va encore baisser les incarcérations pour préférer des tiges, là, les travaux d'intérêt général. Il va être content, notre Abdelkrim, d'aller faire des travaux d'intérêt général. On a moins de détention parce qu'on ne peut plus gérer. Quand je dis la politique de la jauge, c'est qu'on fait encore en fonction des places de prison. On ne réfléchit pas à la vision de la justice pénale qu'on doit mettre en place. On fait avec ce qu'on a, et avec ce qu'on a, on est complètement dépassé. Et encore une fois, pendant que les policiers et les juges condamnent des criminels parfois étrangers, parce qu'ils sont présents notamment dans le trafic de stupes, eh ben on a un ping-pong entre ministres pour savoir est-ce qu'on aura un jour une loi immigration. On ne sait toujours pas. Et pourtant, il y a vraiment urgence. Il y a urgence par rapport à ce trafic et ce qu'il implique dans le pays, et il y a urgence à voir des gens tomber toutes les semaines dans ce pays, dans la rue, fusillés dans la rue. Moi, j'ai l'impression que tout le monde s'y est fait. Il y a encore une fusillade ici, encore une fusillade ici, et tout le monde s'est habitué à ça. Alors, tous ont l'impression évidemment de vider la mer à la petite cuillère, mais est-ce seulement possible ? Il y a deux questions qui viennent en tête. Est-ce que c'est possible d'arrêter le trafic de drogue? Alors évidemment, c'est impossible de l'arrêter complètement. Je pense qu'on peut faire un peu mieux. Et la deuxième question qui vient, est-ce encore possible? Et là, on a encore un peu plus le vertige, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent oui, c'est encore possible. Vous savez, les policiers ou les magistrats ou les avocats vous disent oui, c'est encore possible, parce qu'évidemment, sinon ils arrêteraient, ils rendraient leur tablier immédiatement. Mais ça devient de plus en plus compliqué, vraiment. Et je rappelle, je vais simplement citer le procureur de la République de Paris, qui a donné une interview en novembre 2022 au Monde. Et c'est une interview dont on a peu parlé par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de cette interview. Je vous cite deux phrases. Procureur de la République de Paris. Ouvrez les guillemets. Les organisations que l'on affronte n'ont aucune limite dans leurs moyens financiers. Aucune limite dans leurs frontières ni dans leur champ d'action. Trafic de drogue, d'êtres humains, réseau de prostitution. Pour peu que les profits se chiffrent en millions d'euros, ces organisations ne connaissent pas de limite non plus dans leurs propres règles. Pour s'imposer, elles ne s'interdisent plus rien. On le constate avec l'émergence de dossiers de règlement de compte, d'enlèvement, de menaces, où le degré de violence est extrême. Elle nous dit ça. Et la deuxième chose, encore une fois, sans exagérer, sans fantasmer, il faut se dire que tous les dossiers en cours démontrent aujourd'hui que la réalité de l'infiltration de nos sociétés par les réseaux criminels dépasse toutes les fictions. C'est quelque chose qui continue de nous surprendre. Elle est procureure de la République à Paris, elle donne cette interview et ça n'engendre pas autant de débats que d'autres interviews et que d'autres indignations complètement à côté de la plaque. Et par ailleurs, je note que ces réseaux criminels, c'est dû, je l'ai déjà dit, mais je le répète, du capitalisme ultra agressif, de la violence complètement dingue. À côté, les coups de matraque de la police, c'est rien. Mais je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon, qui prétend, et tous ses amis, qui prétendent défendre les populations qui vivent en banlieue, se rendent compte que là, on a des témoignages tous les jours de gens qui parlent en exigeant que leur voix soit changée, qui parlent sans que leur visage soit filmé, des mères de famille qui nous expliquent qu'elles ne sortent même plus pour emmener leurs enfants à l'école tellement elles ont peur, des gens qui nous expliquent qu'en bas de chez eux, ce sont les trafiquants, parfois de 15 ans, qui font la loi. Pourquoi? Parce qu'ils sont armés. On a des gamins qu'on retrouve brûlés dans les coffres des voitures. Voilà la réalité du trafic de drogue. Mais là, apparemment, tous ces gens-là en piscine. Là, il n'y a plus personne pour expliquer le calvaire que font vivre ces gens à d'autres
d'autres Français que l'on prétend défendre. Et par rapport à tout ça, on a un autre, alors là c'est l'avocat général auprès de la Cour de cassation, qui est président sortant de la Commission nationale de protection et de réinsertion des témoins, vous savez ce qu'on appelle les repentis, qui a rendu un rapport au ministre de l'Intérieur et de la Justice sur cette question du statut du repenti, qui n'a pas avancé en France. Ça a été créé en 2004 pendant la loi Perben. On a mis 10 ans à avoir un décret d'application. Il n'y a pas de budget là-dessus. Or, c'est précisément ce statut-là qui a permis à l'Italie d'avoir des procès énormes sur la mafia, à la Belgique de découvrir le fameux Qatargate il y a quelques temps. Il a rendu un rapport extrêmement alarmant, lui aussi, sur ces réseaux criminels. Vous en avez entendu parler ? Non plus.